Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir spécialement à Adam, qui est déjà positionné. Bonsoir tout le monde, tous ceux qui sont là. Si vous avez un problème, vous signalez, vous levez la main, vous écrivez, vous envoyez un message. Si vous avez des problèmes, soit à l'écoute, soit à la visualisation de l'écran. Le partage d'écran a déjà été fait pour le travail de ce soir. Nous accueillons 10 minutes, pas de retard, mais d'attente. Nous sommes là depuis 19 heures. Je suppose que Dorian est déjà prêt. Je Oui, ça en prends fait. la parole pour dire bonjour à tout le monde et bonjour également à Dorian spécialement. Je ne l'entendrai pas. Il va se présenter lui-même. J'aurai l'occasion de le faire. Alors, je prends la parole au nom de Musirema pour souhaiter bienvenue à Dorian. Je lui dis merci de cette collaboration avec Musirema. Nous avons beaucoup à apprendre ce soir. Nous avons beaucoup à bénéficier. Dorian a forcément une expertise dans un domaine que nous ne maîtrisons pas. On se suspend à ses lèvres. S'il nous envoie dans le feu, on ira dans le feu. S'il nous envoie dans l'eau, on ira dans l'eau. Donc ce soir, on est tout de suite à ce qu'il va dire, à son expertise, à son expérience. Je vous prie de prendre des notes. Ce qui m'intéresse sur lui, c'est qu'il a un très bon profil qui m'a beaucoup intéressé. Je n'ai pas, lui et moi, on n'a vraiment pas encore travaillé ni discuté. Mais le simple fait d'entendre parler de lui et de voir ce qu'il est en train de faire, ça m'a convaincu de ce qu'il est en train de faire, une très bonne action. Et cela s'inscrit dans les objectifs de Musirema. Et pour quelqu'un d'assez ambitieux, on est prêt à travailler avec lui. Donc ce soir, nous allons vraiment l'écouter sur une thématique qui a déjà été amorcée le mois de juillet. On avait entamé ça avec l'impact de l'éducation musicale sur l'être. Aujourd'hui, c'est un approfondissement. Il est important pour chacun d'entre nous de prendre des notes, mais surtout d'être préparé à poser des questions surtout à Dorian. C'est lui celui qui va intervenir, que ce soit à la présentation et sur la présentation, eh bien ce sera aux questions. On en a pour 2 heures, donc on va finir à 21 heures plus tard. Il a tout l'espace pour vous et pour lui. Et aussi, n'hésite pas que vous n'avez pas d'enfants, ça ne vous concerne pas. Je suppose que tout le monde a des petits frères, des petites sœurs et qu'il y a des futurs parents parmi nous. Ce serait une très bonne occasion de découvrir également ce que Dorian a nous apporté et même de pouvoir recommander la plupart de nos enfants dans la musique. Donc, il a la parole pour ce temps et pour toute la soirée. Dorian, merci d'être là et bonne présentation. Merci, Kieran. Merci à tout le monde et bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je suppose que oui. Ok, d'accord. Je vais commencer par remercier Musique Rema pour m'avoir contacté et pour tous les loges qui viennent. Peut-être il y a eu un petit biais. Je ne suis pas sûr que 100% de ce qui a été dit, c'est de moi qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, on va parler de l'éducation musicale, surtout de l'impact de l'éducation musicale sur le développement de la personnalité de l'enfant de 7 à 19 ans. Avant d'entrer dans les détails, j'ai voulu rendre le libellé de ce thème un peu plus digeste. Parce que si vous regardez la fiche, je ne sais pas si je peux partager ça rapidement. Si vous regardez la fiche, c'est écrit impact musicale sur le développement de la personnalité de l'enfant en stade des opérations 7 à 10 ans et formel 11 à 19 ans. Donc, ça peut paraître légèrement compliqué pour certains. C'est pour ça que j'ai préféré rendre ça un peu plus digeste en disant développement de l'enfant de 7 à 19 ans. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Je suis Dorian Djami, promoteur d'une équipe de recherche qu'on appelle Afrique Edu et nouvellement directeur de l'école d'éducation musicale Chant Musique et chercheur indépendant en pédagogie nouvelle. Chez Afrique Edu,
nous travaillons autour des pédagogies nouvelles et spécifiquement autour de ce que nous avons appelé l'échec de l'école. Il s'agit en réalité, dans cette grosse expression, des difficultés que nous observons et que certainement plusieurs observent aussi au sein des limites que l'école classique a dans l'encadrement des enfants et principalement des enfants qui sont considérés au sein de l'école comme des idiots juste parce que l'école n'a pas su trouver leur potentiel et encore moins comment le développer et les canaliser. Donc, nous travaillons autour de cette thématique-là afin de trouver des solutions ou d'adapter des solutions déjà existantes au contexte camerounais par des études, c'est la phase de recherche et développement que vous voyez, des formations, l'accompagnement des familles et autres. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'échec de l'école, nous allons parler d'éducation musicale et pour cela, je vous propose ce plan qui a 4 principales articulations. Nous allons revenir sur les stades de développement cognitif de Piaget, de Jean Piaget, et vous allez comprendre pourquoi le libellé de ces thèmes, tel que vous l'avez vu sur l'affiche, est à quelques mots un peu compliqué. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entendait par stade de développement. Ensuite, nous allons parler de intelligence sans S comparativement à intelligence avec S. Avant d'entrer en profondeur dans le vif du sujet, la musique chez les 7 à 11 ans et la musique chez les 11 ans à 19 ans. S'agissant des stades de développement de Piaget, d'entrée de jeu, je vous permets de méditer déjà sur cette citation de l'auteur même. Tout ce que l'on apprend à un enfant, on l'empêche de l'inventer ou de le découvrir. Selon Piaget, les pédagogies devraient être capables non pas de dicter à l'enfant ce qu'il doit faire, mais de l'accompagner à être un peu plus créatif et à découvrir lui-même l'environnement dans lequel il est et le monde dans lequel il grandit. Alors, pour bien comprendre ce qu'il a appelé les stades de développement, il a fait une analyse de plusieurs enfants. Et sur l'image que vous voyez là, j'espère que tout le monde la voit bien, il s'agit d'un exercice qu'il a répété auprès de plusieurs profils d'enfants. C'est l'exercice fondamental qui lui a permis de déterminer qu'il existe plusieurs classes de développement du cerveau des enfants d'un point de vue cognitif. L'exercice, il est question pour l'enfant de voir ce gros bloc de cubes qu'il a devant lui. Et la dame qui est à côté lui demande s'il est capable, je ne sais pas si je peux prendre le pointeur rapidement. Voilà. Donc, il est question d'observer ce gros bloc de cubes et la dame lui demande d'utiliser les petits blocs qui est à côté et de faire un bloc juste sur ce petit espace qui aura la même contenance que le premier bloc. Donc, on a un premier bloc qui peut être assimilé à une maison et on demande à l'enfant de construire une autre maison sur ce tout petit espace, mais qui devra avoir la même contenance que la première maison. Donc, en observant les réactions et les réflexions des enfants de plusieurs âges différents, Piaget a pu théoriser le fait qu'il existe certainement des groupements d'évolution cognitive. Parce que, par exemple, cet enfant a 4 ans et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ce petit bloc et construire un mini-cube qui aura exactement la même hauteur que le cube de départ. Et pour lui, c'est suffisant pour dire qu'il y a la même contenance. Si les deux éléments ont la même hauteur, a priori, il y a la même contenance. Il a pris plusieurs autres enfants de la même tranche d'âge. Ils avaient à peu près les mêmes raisonnements. Et quand, au fur et à mesure qu'ils changent progressivement de tranche d'âge, ils se rendent compte que plus l'enfant grandit, en fait, plus l'âge évolue,
plus le raisonnement de l'enfant devient un peu plus affûté, jusqu'à arriver à partir de 12, 13 ans, où l'enfant a un raisonnement un peu plus logique à l'amplement populaire, je précise. Donc voilà pourquoi, sur la base de toutes ces observations et de toute cette étude, il a donc dit certainement il existe des classes, il a divisé ça en classes, et c'est ça qu'il a appelé les stades de développement cognitif. Le premier stade que, au sein de Musique Rema, on n'a pas étudié, en fait, on n'a pas étudié les effets de la musique sur ce stade, c'est le stade qu'il a appelé le stade sensorimoteur, qui va de 0 à 2 ans, globalement. Je précise globalement parce qu'il ne faut pas considérer les limites d'âge comme étant figées. Ce sont des approximations. Et les caractéristiques des enfants autour de ce stade, c'est qu'ils aiment tout ce qui est mouvement. Ils aiment tout ce qui bouge, ils aiment tout ce qui brille, ils aiment tout ce qui est coloré. Si certains parmi vous ont des enfants de cette tranche d'âge, ont eu des enfants, ou alors ont grandi avec des enfants, ils ont certainement dû observer que tout ce qui est tout ce qui est un peu flashy là attire un peu les enfants. Également, ils ont tendance à vouloir reproduire les événements qu'ils perçoivent avec leur corps et principalement en faisant du bruit. C'est l'un des principaux moyens de communication des enfants, avec des bébés. Euh, il va faire du bruit avec des jouets, il va essayer de jeter des objets, il va crier, etc. Donc, à cet âge-là, il s'agit donc du premier contact de l'enfant avec le langage et il arrive déjà à distinguer les bruits du langage. Pour les mamans, c'est vrai que ce sont les mamans qui peuvent le percevoir un peu plus facilement. Elles se sont certainement que le bébé a déjà la capacité de différencier de sa voix du bruit environnant. C'est un peu plus compliqué par rapport à la voix du père, mais par rapport à la mère, l'enfant ou le bébé de cette tranche d'âge-là a déjà la capacité de distinguer que ça, c'est du bruit, ça, c'est maman qui est en train de parler, ça, c'est une autre personne qui est en train de parler. Pas forcément papa, mais c'est une autre personne qui parle. Donc, c'est un peu comme ça que ces enfants sont catégorisés. Et d'un point de vue social, la communication se fait principalement, comme je le disais, par les pleurs, par les cris, par les sourires, par les grimaces, étant donné que le langage naturel n'est pas encore son propre. L'intelligence de l'enfant est donc essentiellement pratique. Et c'est au terme de ce stade-là que l'enfant peut avoir un ensemble de représentations mentales, c'est-à-dire qu'il peut déjà se poser des questions sur ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Mais pendant les 2 ans, c'est un peu compliqué, puisque tout ce qu'il fait, c'est reproduire sans forcément réfléchir les phénomènes qu'il observe autour de lui. Le deuxième stade, le stade préopératoire, qui, je pense, a été étudié par Madame Camden lors de la première session, va de 2 à 7 ans. Et il s'agit donc en fait, pour la plupart des enfants de cet âge-là, ils commencent à se faire scolariser. Au Cameroun et dans les pays francophones majoritairement, la scolarisation de l'enfant est recommandée à partir de l'âge de 3 ans. Donc, qui dit scolarisation de l'enfant fait en sorte que l'enfant va arriver dans un environnement qui n'est plus véritablement celui qu'il connaît. Et donc, il va faire face à un gros défi, à une grosse difficulté, celle du fait qu'il n'est plus le maître de l'univers. Parce qu'à la maison, de 0 à 2 ans, il pleure, quelqu'un vient vers lui, il crie, quelqu'un vient vers lui, euh, il fait quelque chose, quelqu'un vient vers lui. Or, en classe maternelle, c'est plus sûr que lorsqu'il va faire du bruit, lorsqu'il va faire quelque chose, le maître ou la maîtresse viendra vers lui. Donc, il va faire face à cette énorme réalité-là, qui n'est plus forcément le maître de l'univers et qu'il y a d'autres personnes qui ont autant d'intérêt, sinon plus que lui. Et il devra donc apprendre, durant tout ce stade-là, à interagir avec ces autres personnes-là qui ne sont pas forcément les membres de sa famille. D'un point de vue personnel, il sera donc très égocentrique, justement parce qu'il n'avait pas l'habitude de côtoyer d'autres personnes, sauf si
dans sa famille, il y a eu beaucoup de bébés. Mais s'il est le nouveau bébé et que les autres ont 3, 4, 5 ans ou bien un peu plus, il sera à peu près le centre de l'attention au sein de la famille. Donc, il arrive en classe à 3 ans. Il n'est plus véritablement le centre de l'attention de sa maîtresse. Et il commence donc à être capricieux, à être grincheux. Mais au fur et à mesure qu'il évolue, pratiquement vers l'âge de 5 ans, il développe légèrement de la curiosité. À partir de 5, 6 ans, l'enfant commence à développer de la curiosité parce qu'il a déjà un peu plus de contact avec l'environnement scolaire, avec l'environnement externe de la maison. Certains enfants, d'un point de vue psychologique, autour de ce stade-là, parlent souvent d'eux à la troisième personne, justement parce qu'ici, ils n'ont pas encore véritablement la conscience d'eux-mêmes et ils vont donc essayer de reproduire les phénomènes linguistiques qu'ils écoutent autour d'eux. Et principalement, ça sera le il qu'ils vont utiliser au lieu du je. Et sur le plan cognitif, l'enfant donc devra interagir avec les autres personnes et il sera question d'intérioriser pour lui les actions parce que les élèves en classe maternelle et en début primaire sont très pratiques. Donc, il faudra, pour les maîtresses, vous vous rendez compte, il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup d'activités en classe maternelle parce qu'il n'a pas encore le niveau de développement neuronal suffisant pour faire des abstractions. Donc, il faudra faire des manipulations avec lui pour qu'il essaye de comprendre ce qu'on attend de lui. Et progressivement, vers l'âge de 7 ans, il va donc développer ce que Piaget a appelé les théories de l'esprit pour essayer de comprendre un peu mieux, pour se poser un peu des questions existentielles sur pourquoi, comment, qu'est-ce que les autres pensent, etc. Donc, dans notre présentation d'aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les 2 derniers stades, puisque il y a déjà eu une présentation sur les effets de la musique sur le premier stade, sur le deuxième stade. Au niveau du troisième stade, d'un point de vue cognitif, les enfants de 7 à 11 ans commencent légèrement à avoir des raisonnements logiques, mais en situation concrète. C'est-à-dire on pourra donc leur demander de calculer après avoir suivi l'enseignement du maître ou de la maîtresse, combien font 1 plus 3, mais il sera difficile pour lui de poser des équations qui sont un peu abstraites, justement. Donc, il a besoin d'un phénomène concret pour expérimenter les expériences d'apprentissage qu'on lui donne. Donc, comme je le disais, donc, il n'a pas encore véritablement développé les capacités d'abstraction. Donc, il ne peut pas encore définir des hypothèses sur l'environnement dans lequel il est. Et il a aussi besoin, un peu plus que les bébés, de supports concrets et pratiques. C'est vrai que dans certaines écoles, sinon la plupart, puisqu'ici, de 7 à 11 ans, il s'agit déjà des enfants à peu près du primaire. Et pour certains, ils sont déjà en train d'entrer au collège. Ils ont besoin de beaucoup de supports pratiques et concrets pour acquérir plus facilement des connaissances, des compétences. C'est-à-dire que lorsqu'il faudra parler du phénomène du cycle de l'eau, il sera un peu plus à l'aise lorsqu'il y aura une maquette qu'on sera amené à construire pour expérimenter ou bien pour expliquer un peu mieux qu'est-ce qu'on entend par le cycle de l'eau. Les théories de l'esprit sont véritablement plus évoluées que pour les enfants. Et il est donc désormais capable de comprendre et d'envisager les points de vue de l'autre et de comprendre le fait que les autres n'ont pas forcément les mêmes opinions que lui, étant donné qu'il a déjà un peu plus évolué avec les autres dans un environnement où il n'est plus véritablement au cœur. Au fur et à mesure qu'il évolue, il arrive donc à comprendre qu'il y a des autres qui sont aussi importants. Il y a des autres qui pensent aussi et qui ne peuvent pas forcément penser exactement comme lui. Et d'un point de vue social, ils sont plutôt calmes, mais très curieux. Ils posent beaucoup de questions, surtout à leurs parents. Pourquoi la télé est rectangulaire?
pourquoi la chaise est comme ça, pourquoi la table est comme ça. Et d'un point de vue physique, la force, ça croît. Et ça croît rapidement. C'est-à-dire que à partir d'un certain âge, il pourrait devenir un peu violent vis-à-vis des parents. Il devient aussi un peu rapide dans ses mouvements, c'est-à-dire que sa motricité est un peu plus affermie. Et l'endurance se développe aussi significativement, c'est-à-dire qu'il est plus capable de résister à des chocs que les enfants peuvent difficilement résister. Par exemple, les bébés qui n'ont pas encore très bien développé les théories de l'esprit n'arrivent pas à concevoir le fait que leur maman qui est sortie de la pièce n'a pas disparu, mais est juste sortie. C'est pour ça que la réaction qu'il aura en voyant que sa mère n'est plus dans la salle, c'est de pleurer. Parce qu'il ne peut pas encore véritablement comprendre que le fait de ne pas la voir ne veut pas dire qu'elle a disparu, euh, mais veut juste dire qu'elle n'est pas là et qu'elle revient. À partir de 7-11 ans, on comprend déjà très bien ça, que maman peut effectivement sortir, voyager, et il peut supporter l'absence de maman pendant un peu plus longtemps que les plus jeunes. Étant donné qu'il a un peu plus évolué avec d'autres personnes, il développe donc significativement ses caractéristiques inter- et intrapersonnelles. Nous reviendrons dessus plus tard. Le dernier stade de Piaget, c'est ce qu'il a appelé le stade des opérations formelles de 11 à 19 ans. Et sur le plan cognitif, ces enfants acquièrent donc un raisonnement logique en toutes circonstances. Ils sont déjà un peu plus capables de transposer des connaissances qu'ils ont acquises d'un environnement à un autre environnement. Ils peuvent déjà se poser des questions, de poser des hypothèses sur des choses qu'ils ne connaissent pas forcément et essayer de trouver des réponses auprès de leur environnement, auprès des adultes qui sont au milieu d'eux. Ils acquièrent donc progressivement, de 11 à 19 ans, le raisonnement abstrait qui ne nécessite plus forcément des cadres concrets d'application. Bon, nous reviendrons sur quelques limites un peu plus tard. D'un point de vue physique, la première chose qu'il faut considérer, tout le monde est passé par là, c'est la puberté. Et qui dit puberté, dit développement des caractères sexuels primaires et développement des caractères sexuels secondaires. Et cette puberté aura donc de l'impact sur la personnalité affective de l'enfant de cet âge. Il existe donc une rupture de l'équilibre. Jusqu'à 10-11 ans, il évoluait plutôt progressivement et subitement, demain, il commence à avoir des désirs sexuels. Et donc, il ne comprend pas toujours pourquoi, il ne comprend pas toujours comment, il ne comprend pas toujours comment les gérer. Et ces désirs sexuels peuvent même parfois donner naissance à des pulsions agressives envers leur famille, envers leurs camarades et envers leurs professeurs. Ils développent progressivement des mécanismes d'autodéfense, justement parce que c'est toujours des phénomènes, des conséquences liées au développement de la puberté. Parce qu'il ne comprend pas forcément tout ce qui lui arrive et qu'il ne comprend pas, enfin, il ne sait pas toujours forcément comment présenter cela vis-à-vis des personnes qui sont autour de lui, principalement vis-à-vis de ses parents. Il va majoritairement développer des mécanismes d'autodéfense par rapport aux décisions des parents, c'est-à-dire qu'il aura un peu plus habitude à dire non, habitude à imposer ce qu'il veut, habitude à enfin, des tendances à se rebeller et autres. Et ça va donc donner naissance à plusieurs troubles affectifs et psychologiques, surtout auprès des enfants qui sont dans un environnement où ces crises ne sont pas bien gérées. Des nouvelles questions naissent donc à l'ordre du jour. La crise d'identité. L'enfant ne se comprend plus, il ne se connaît plus, il ne sait plus d'où il sort. Et il peut être dans un environnement où on n'aura pas forcément des réponses à cette question-là, ou bien l'absence de communication parent-enfant pourrait faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément de réponse à cette question-là. Il se posera des questions liées à son autonomie émotionnelle et des questions liées à sa sexualité. Donc, voilà un peu comment Piaget a pu évaluer et stratifier le développement de l'enfant de 0 à 19 ans.
Bien sûr, il s'agit du développement de l'enfant parce qu'en principe, selon les psychologues, à partir de 18-19 ans, on est en train d'entrer, même si on ne l'est pas encore vraiment, on est en train d'entrer dans l'âge adulte. Donc, pour continuer, nous allons nous poser une question qui découle directement de ce que Piaget vient de nous faire comprendre. C'est la différence entre intelligence sans S et intelligence avec S. Pourquoi cette différence est importante? Parce que la principale limite, la principale limite des travaux de Piaget résulte du fait que les enfants d'une même tranche d'âge ont forcément une même intelligence. C'est-à-dire qu'il existe, et pour beaucoup de chercheurs encore jusqu'aux années 80, je crois, 80, oui, 80, il existait une intelligence globale, mais qui avait des connotations différentes en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. Donc, et c'est justement pour ça, c'est justement ce fait-là que les ramifications de Piaget peuvent avoir des limites et certaines personnes, peut-être parmi les participants, peuvent se rendre compte que soit leurs enfants, soit leurs cadets, ou soit eux-mêmes n'ont pas forcément eu les mêmes caractéristiques dans chacune de ces strates, dans chacune de ces strates ou dans chacun de ces stades-là. Donc, la principale limite dont venait donc du fait que l'intelligence, selon Piaget et selon ses contemporains, était globale. Mais maintenant, nous allons voir s'il n'y a pas de biais à la conception de ce fait qu'il existe une intelligence globale. La première chose pour essayer de détailler cela, c'est le concept de QI, qui est communément appelé quotient intellectuel, qui est juste une façon d'attribuer un nombre à un concept qui est très abstrait. Le QI a pour vocation d'évaluer le niveau intellectuel ou l'intelligence de quelqu'un. Et qui dit intelligence dit une donnée immatérielle et immatérialisable. Donc, c'est très, 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 très abstrait. Or, le QI a pour objectif d'attribuer un nombre à quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre véritablement. Donc, il s'agit donc, pour les habitués des mathématiques, de ce qu'on appelle un changement de repère. Donc, on est quitté d'un repère psychologique, neuronal, neuropsychologique, à un repère qu'on peut plus facilement manipuler. C'est le repère des entiers, le repère mathématique. Et pour ceux qui ont eu l'habitude de travailler autour de ces changements de repères en sciences fondamentales, mathématiques, physique et chimie, ils ont certainement conscience du premier biais. Lorsqu'on quitte d'un repère à un autre, il existe des pertes de l'information. Donc, il y a quand même une perte de l'information qui peut avoir parce que le deuxième repère n'a pas forcément toutes les caractéristiques qui permettent de décrire tout le phénomène étudié dans le repère initial. Donc, ça, c'est le premier biais. Le deuxième biais, c'est que le quotient intellectuel, qui a pour vocation d'évaluer l'intelligence justement d'un individu, suppose lui aussi que l'intelligence est globale. Parce qu'il s'agit d'une épreuve qu'on peut donner à tout le monde. Et sur la base des résultats de cette épreuve-là, on cherchera à trouver est-ce que vous êtes plus intelligent ou pas. D'un point de vue un peu plus pratique, je crois qu'il s'agit d'une échelle de 90 à 120. Lorsque vous êtes entre 90 et 120 de quotient intellectuel, on dit que vous avez un quotient intellectuel à peu près normal. Quand vous quittez de 120 à 130, 135, on dit que vous avez un quotient intellectuel au-dessus de la normale. Et quand vous êtes à 140 et plus, on dit que vous êtes un surdoué. En deçà de 90, on considère que vous avez des problèmes, que ce soit des problèmes psychologiques, des problèmes neuronaux, et on va vous envoyer voir un psy, juste parce que votre quotient intellectuel est faible. Donc, une autre erreur fondamentale dans le quotient intellectuel, c'est que le quotient intellectuel ne permet pas d'évaluer la capacité qu'un footballeur a à tirer sur un ballon, parce qu'il s'agit d'un test papier-crayon.
Et comme tous les tests papier-crayon, il n'évalue notre compétence, nos capacités que sur deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect linguistique, parce qu'il est écrit dans une langue. C'est-à-dire qu'il existe un biais déjà présent sur la capacité qu'a le lecteur ou le sujet au test à comprendre le texte qui est écrit avant de traiter l'information pour résoudre le problème posé. Donc, simplement parce qu'il peut ne pas avoir des compétences linguistiques suffisamment bonnes, il peut ne pas juste comprendre la phrase ou le problème avant d'essayer de le résoudre. Donc, il y a déjà ce premier biais-là. Et la deuxième évaluation que le quotient intellectuel fait, c'est une évaluation d'un point de vue logique, parce qu'il existe beaucoup de questions de logique, ce qui fait en sorte que si vous n'avez pas très bien développé les aspects linguistiques et les aspects logiques de votre cerveau, il est naturel que vous aurez un très, très mauvais quotient intellectuel. Et ça ne veut pas pour autant dire que vous êtes nul. Non, ça veut juste dire que côté linguistique et côté logique, ce n'est pas vraiment ça. Donc, on pourra faire toute une autre analyse là qui vient poser le problème du quotient intellectuel. Mais ce qu'il faut se comprendre le quotient intellectuel, c'est qu'il ne suffit pas suffisamment pour évaluer tous les aspects cognitifs d'un individu. Donc, et malheureusement, l'école fonctionne sur le même système que le quotient intellectuel. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que plus un enfant a un bon quotient intellectuel, plus il pourra s'en sortir à l'école. Moins son quotient intellectuel est élevé, moins il aura des capacités à s'en sortir à l'école, justement parce que l'école, elle aussi, ne donne de l'importance que sur les compétences linguistiques et les compétences logiques. L'analyse de Piaget, justement, se base exactement sur les mêmes aspects. L'aspect linguistique, est-ce que l'enfant comprend les questions qui lui sont posées d'un point de vue linguistique? Et l'aspect logique, est-ce qu'il peut résoudre le problème d'un point de vue logique ou d'un point de vue mathématique qui lui a été posé? Et cela fait en sorte donc qu'à l'école, le seul objectif que les enfants ont, ce n'est plus d'apprendre, mais c'est de chercher les points. Donc, les étudiants certainement comprendront mieux ce phénomène. Il n'est plus question de comprendre le cours, il n'est plus question de comprendre la discipline, il est question de valider. Et dans un environnement où, au sein des écoles primaires et secondaires, où on classifie les enfants à partir de leurs notes, il est suffisant pour un enfant qui a une mauvaise note de comprendre qu'il est moins bon ou moins intelligent qu'un autre, ce qui est, comme on va le voir, assez absurde. L'école fonctionne donc sur la base du fait qu'elle pense que nous sommes tous pareils. Et si nous sommes, je regarde là rapidement, si nous sommes 10 participants à ce direct, ça suffit pour considérer que nous sommes 10 personnes totalement différentes. Le simple fait que nous ne nous appelons même pas de la même façon, le simple fait que nous n'avons pas les mêmes têtes suffit pour penser que nous sommes différents. Mais ce n'est pas totalement le cas avec l'école et justement avec le QI. Donc, 3 hypothèses dont de départ qui nous semblent avoir un peu plus de sens sur le concept de l'intelligence. La première hypothèse, c'est que l'intelligence dépend du contexte. Donc, on peut être intelligent dans un environnement particulier, mais pas forcément dans un autre environnement. C'est-à-dire que pour le même problème, mais dans un contexte précis, on peut le résoudre, mais dans un autre contexte, on ne peut pas le résoudre. On va voir des exemples devant. Un autre élément, c'est qu'on peut être très intelligent dans un certain domaine, mais pas dans un autre. Le premier point, c'est qu'il s'agit du même domaine, mais des contextes différents. Et dans le deuxième point, certainement, si vous évaluez votre scolarisation, vous allez vous rendre compte que, bon, sauf s'il y a des personnes qui étaient très bons dans toutes les matières, le simple fait d'être moins bon dans une matière que dans l'autre suffit pour valider cette hypothèse-là. Et ces 2 hypothèses nous permettent donc de réfléchir sur le fait que certainement il existerait
plusieurs façons de montrer de l'intelligence. Les exemples donc pour ces trois hypothèses. Un élève peut être très intelligent dans un domaine et beaucoup moins dans un autre. Naturellement, je parlais de vos expériences personnelles. Il ne suffit pas d'aller trop loin pour trouver un exemple. Je peux être bon en mathématiques, mais pas forcément en anglais. Donc, ça, c'est un exemple pratique. Un élève peut être en complet décalage par rapport à l'enseignement qu'il suit, mais avoir une intelligence émotionnelle et une intelligence artistique incroyables qui ne sont pas mobilisées par ses professeurs. Vous allez voir certainement, pour ceux qui ont des enfants, peut-être c'est même le cas de certains parmi vous, ils avaient des très bonnes compétences en dessin, en musique, en peinture, mais ça ne les aidait pas forcément d'un point de vue direct à réussir la scolarisation parce que les aspects artistiques de leur développement intellectuel ne sont pas véritablement pris en compte à l'école. Et pour ceux qui ont eu à être en contact avec les enfants, vous allez vous rendre compte que les enfants en classe primaire, ce qui les caractérise principalement et de manière très, très forte, c'est qu'ils ont une intelligence émotionnelle qui se développe quand même assez beaucoup. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pose une question à un enfant, enfin, on pose une question dans une classe primaire, c'est-à-dire CP, CE1, maxi, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de doigts qui se lèvent, qui essayent de trouver quelque chose, de dire quelque chose par rapport à la question qui a été posée. Mais lorsque vous allez arriver en classe terminale et que vous posez une question aux élèves en terminale C, en terminale D, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas totalement le cas. L'intelligence émotionnelle que l'enfant avait en classe primaire, qui le poussait à être toujours prêt à lever le doigt, toujours prêt à réagir quand l'enseignant pose une question, toujours prêt à s'impliquer lorsque l'enseignant a besoin de lui, toujours prêt à aller vers les autres, ce n'est pas forcément ça qui l'aidera dans sa scolarisation. Et un dernier exemple, c'est celui de la compréhension. En fait, un élève peut avoir une compréhension, une capacité d'analyse extraordinaire dans un domaine, mais être bloqué par la production qui lui est demandée. L'exemple du cycle de l'eau, c'est un exemple qui me vient facilement à l'esprit. D'un point de vue scientifique et d'un point de vue systématique, un enfant peut comprendre de manière simple le phénomène du cycle de l'eau. Il peut même l'expliquer à quelqu'un pour que la personne comprenne aussi. Là, il s'agit d'une capacité d'analyse et de systémisation du phénomène. Mais ce n'est pas obligé que parce qu'il a compris le phénomène, il peut forcément réaliser une maquette du phénomène du cycle de l'eau. Il peut forcément faire un schéma, un dessin assez fidèle qui présente comment fonctionne le cycle de l'eau. Donc, il a compris d'un point de vue logique, mais lorsqu'on arrive d'un point de vue artistique ou kinesthésique, ce n'est pas forcément le cas. Donc, il y a donc un neuropsychologue américain qui, en 1980, a bousculé le monde de la psychologie en faisant comprendre aux gens, après 15 années d'études, qu'en réalité, certainement, l'intelligence n'est donc pas sans S. Il devrait avoir plusieurs intelligences dans le cerveau de tout humain. Et c'est ce qu'il a appelé les intelligences multiples. White Garner, c'est le nom de ce neuropsychologue, apporte donc plus d'informations sur le concept d'intelligence et il donne donc la possibilité de voir un apprenant autrement. Il ne s'agit plus des aspects logiques et des aspects linguistiques comme Piaget le présentait au début, mais il va un peu plus loin. Mais cela, il faut quand même bien le comprendre, cela ne veut pas dire que les stades de développement de Piaget sont nuls et sans effet. Non. Effectivement, les enfants, dans chacun de ces stades-là, ont un ensemble de choses qui les caractérisent. Ça, c'est vrai. Mais ces choses-là se manifestent différemment d'un enfant à l'autre, justement parce qu'il n'existe pas une intelligence globale, mais il existe plusieurs intelligences qui sont variées d'un enfant à un autre. Donc,
Howard Gardner nous donne donc une preuve suffisamment solide pour justifier le fait que nous sommes donc bel et bien différents. Donc, il théorise 8 formes d'intelligence. La première qui est la plus mise en avant à l'école et dans la vie courante, c'est l'intelligence linguistique verbale, la capacité de manipuler les mots, la capacité de manipuler la langue. Elle est utilisée par les journalistes, par les écrivains, par les interprètes et tous ceux qui travaillent dans les métiers de la langue. La deuxième, qui est tout aussi importante que la première dans un cadre académique, c'est l'intelligence logico-mathématique, qui a la capacité d'effectuer des raisonnements logiques, la capacité de poser des questions hypothétiques par rapport à un certain nombre de phénomènes, la capacité de résoudre des problèmes avec une forte connotation logique, la capacité de faire des calculs arithmétiques, et qui est utilisée par les ingénieurs, les scientifiques, les comptables, les économistes et autres. La troisième qui, elle, malheureusement, n'est pas forcément très mise en avant dans l'école classique, c'est l'intelligence visuelle spatiale, qui a la capacité de manipuler tous les arts visuels, les images, les vidéos, les dessins, les peintures et autres. La capacité d'avoir une certaine compréhension assez poussée pour celle-ci. Et elle est utilisée par tous ceux qui travaillent dans les métiers du design, les architectes, les décoratrices ou décorateurs d'intérieur, les infographes, les vidéographes, les caméramans, les photographes et autres. La quatrième, c'est l'intelligence kinesthésique corporelle, la capacité de manipuler son corps, la capacité avec une certaine délicatesse et une certaine souplesse, la capacité de transmettre des émotions à travers son corps. Elle est utilisée par les sportifs, par les danseurs, elle est utilisée par les cuisiniers, elle est aussi utilisée par les chirurgiens parce qu'il faut une certaine dextérité pour manipuler, en fait, pour découper le corps de quelqu'un. Et plus proche de nous, ou de notre sujet, l'intelligence musicale rythmique, qui est la capacité de comprendre la musique, la capacité de différencier les rythmes, la capacité en fait, elle est aussi présente chez les personnes qui ont la capacité de savoir, de détecter les fausses notes, la capacité de chanter juste ou même de jouer juste d'un instrument. Et elle est donc utilisée par tous ceux qui travaillent dans les métiers de la musique, qu'il s'agisse des chanteurs, des instrumentistes et des techniciens de son. L'intelligence interpersonnelle, la capacité de se mettre à la place des autres, la capacité d'interagir un peu plus facilement aux autres, la capacité de comprendre les émotions des autres et de tirer profit des émotions des autres. Elle est utilisée par les psychologues, les politiciens, les spécialistes du marketing. L'intelligence intrapersonnelle. Si interpersonnel, c'était comprendre les autres, intrapersonnel, ça se comprendre soi-même. Donc, comprendre ses émotions, comprendre ses motivations, comprendre ce qui a plus d'intérêt pour lui, comprendre ses points forts, comprendre ses points faibles, etc. Et la dernière, c'est l'intelligence naturaliste. Comprendre l'environnement, qu'il s'agisse de l'environnement animal, végétal, minéral. Avoir une certaine capacité de classification, classification qui peut aussi bien se représenter dans un environnement naturaliste, mais aussi dans tout autre environnement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de classifier les plantes et les animaux, mais aussi classifier les objets d'une maison, classifier je ne sais pas trop quoi, classifier les disciplines en fait, les matières d'une discipline, classifier les enfants dans un établissement scolaire. Donc, il existe donc 8 formes d'intelligence qui évoluent de concert dans notre cerveau, mais elle est inégalement répartie chez chacun de nous. Par exemple, un instrumentiste ou un violoniste dans un orchestre à l'opéra manipule à la fois l'intelligence musicale, puisqu'il joue d'un instrument de musique, à la fois l'intelligence kinesthésique corporelle, puisque bien sûr il utilise ses bras pour jouer cet instrument de musique, à la fois l'intelligence interpersonnelle, puisqu'il faut qu'il joue en fonction des notes des autres. Donc,
Nous utilisons donc toutes ces 8 formes-là, mais pas exactement de la même façon chez chacun de nous. Dans le cadre de la suite de ces travaux, vous comprendrez donc pourquoi. En fait, simplement là, on peut s'arrêter là et dire que cette nouvelle connaissance, cette information suffit pour parler des effets de l'éducation musicale sur le développement de tout l'être humain, qu'il s'agisse d'un enfant ou qu'il s'agisse d'un adulte. Mais nous allons entrer un peu plus dans les détails. Et c'est pour ça que nous allons parler du troisième stade de Piaget, la musique chez les 7 à 11 ans. Donc, le thème, c'est l'éducation musicale. Et il était important pour moi déjà de présenter tout ce stade de développement de Piaget parce que à la lecture du thème, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, mais qu'est-ce qu'on entendait par stade de développement concret, stade de développement formel? Et j'espère que en ayant suivi stade de développement Piaget et la plus-value qu'Howard Gardner donne à ce stade de développement, chacun comprend un peu mieux pourquoi est-ce que le sujet a été divisé. Développement de 7 à 11 ans et développement chez les 11 à 19 ans. Le deuxième gros mot ou la deuxième expression de ce thème, c'est l'éducation musicale. Effectivement, tout le monde ne comprend pas forcément ce que c'est. C'est juste un ensemble de deux mots, c'est éducation et musique. C'est vrai que certains peuvent confondre l'éducation musicale à l'apprentissage de la musique simplement, mais ça va au-delà. Bon, il y a de la pédagogie basée sur la musique. Et pour cela, il est question d'apprendre à un ensemble d'individus. C'est vrai que de plus en plus, il s'agit des enfants, c'est-à-dire 20 ans en descendant, d'apprendre de la musique, mais pas pour des besoins forcément musicaux. Il peut avoir des besoins sociaux et affectifs, c'est-à-dire utiliser la musique pour développer, pour améliorer les aspects affectifs et sociaux de l'enfant ou de l'individu, mais aussi faire apprendre la musique pour développer les aspects cognitifs, c'est-à-dire permettre que l'enfant ou l'individu résolve ses difficultés d'apprentissage. Bon, il existe donc plusieurs travaux qui ont déjà été faits un peu partout dans le monde qui témoignent donc de l'efficacité de la musique dans un cadre pédagogique. Donc, nous allons commencer donc chez les 7 à 11 ans. Et pour cela, avant de parler des effets spécifiques, j'aimerais partager avec vous des travaux scientifiques. En fait, un travail dans chacun des deux stades. Ici, il s'agit de la musique en dyslexie. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la dyslexie, c'est un trouble neuronal, comme toutes les maladies qui sont nommées les 10. Il s'agit des troubles neuronaux qui créent auprès de l'enfant ou auprès de l'individu des difficultés cognitives, donc des difficultés d'apprentissage. Et la dyslexie, pour parler d'elle spécifiquement, parce qu'il existe plusieurs dys, il y a la dyslexie, il y a la dysorthographie, il y a la dysgraphie, en fait, qui est aussi la dysgraphie, la dyscalculie. La dyslexie, c'est la difficulté à lire et à reconnaître les phonèmes. La dysgraphie, c'est la difficulté à écrire, on l'appelle aussi dysorthographie. Et la dyscalculie, c'est la difficulté à faire des calculs. Il s'agit de difficultés neuronales. Il ne s'agit pas de difficultés liées au fait que l'enfant n'a pas appris à lire. C'est juste que son cerveau a des problèmes d'un point de vue neuronal à manipuler le langage médical. On est aujourd'hui capable de comprendre un peu mieux ce que c'est que la dyslexie. Au départ, en neurologie, on pensait que la dyslexie, c'était l'incapacité pour l'enfant ou pour l'individu de reconnaître les phonèmes, qui sont les entités linguistiques fondamentales. Mais avec l'évolution des travaux en imagerie, avec le scanner et l'IRM qui permettent d'avoir des informations un peu plus poussées, on est conscient du fait qu'aujourd'hui, la dyslexie il ne s'agit pas du fait que l'enfant ne perçoit pas les phonèmes. Non.
il perçoit les phonèmes, mais il n'arrive pas à y accéder. En réalité, pourquoi? Parce que le cerveau étant divisé en deux hémisphères principaux, l'hémisphère droit est chargé, d'un point de vue linguistique, de stocker les phonèmes du langage. Donc, chez les enfants, enfin chez les individus, c'est l'hémisphère droit qui a une sorte de mémoire dans laquelle les différents phonèmes qu'on apprend au quotidien sont stockés. Or, dans notre hémisphère gauche, il y a une zone qu'on appelle l'aire de Broca et en fait, qui a une sorte de processeur phonologique. Donc, c'est l'aire de Broca qui calcule toutes les informations liées au langage. Maintenant, pour communiquer entre l'aire de Broca et l'hémisphère droit, il existe un faisceau que vous voyez ici en jaune, qui est appelé faisceau arqué et qui a pour objectif de faire communiquer le processeur phonologique dans l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit qui stocke les phonèmes. Alors, chez le dyslexique, on se rend compte que son hémisphère droit n'a aucun problème, son hémisphère gauche non plus. Mais en réalité, c'est le faisceau arqué qui est supposé aller récupérer les phonèmes qui, lui, n'est pas suffisamment développé. Donc, un enfant dyslexique a donc une difficulté avec un faisceau arqué très, très fin, ce qui fait en sorte qu'il a donc du mal à aller récupérer les phonèmes qui sont dans son cerveau. Ça, c'est la première information importante. La deuxième information, c'est qu'on a mené des études sur le cerveau du musicien. Bien sûr, il s'agit là des personnes qui pratiquent la musique. On s'est rendu compte que le cerveau du musicien est extrêmement connecté. Et donc, bien sûr, je parle de la personne qui pratique de la musique et non la personne qui écoute la musique. Parce que la personne qui écoute de la musique, son cerveau n'est pas particulièrement connecté mieux que celui qui pratique la musique. Donc, on se rend compte que le praticien de la musique développe un peu plus ses connexions neuronales et spécifiquement pour un problème de langage, il a un faisceau arqué extrêmement développé. Donc, si la dyslexie, c'est une difficulté neuronale liée à la faible croissance du faisceau arqué, et que le musicien a un faisceau arqué très développé, les neurologues se sont donc demandé est-ce que la musique ne peut pas être utilisée comme traitement alternatif des difficultés cognitives et spécifiquement de la dyslexie. Effectivement, c'est ce qui est fait, mais avant de présenter les résultats du groupe Mélodis, ils se sont encore plus rendus compte qu'il ne suffit pas de mettre auprès de l'enfant des activités auditives, c'est-à-dire de la musique, mais on associe musique, motricité, c'est-à-dire bouger, et des activités visuelles. Concrètement, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on met des activités musicales où l'enfant va chanter ou jouer d'un instrument. On met des activités de danse où l'enfant va jouer à sa motricité. Et on utilise des écrans pour projeter des vidéos, pour projeter des supports numériques liés à la musique. La combinaison de ces trois facteurs de communication ou d'apprentissage a permis de développer d'un point de vue significatif les capacités des enfants dyslexiques. Et c'est effectivement ce qui se passe au sein du groupe Mélodis à Lyon, en France. Il existe donc, avec un ensemble d'enfants dyslexiques âgés de 4 à 8 ans, et il y a donc une amélioration significative des compétences en lecture, malgré qu'ils sont dyslexiques. Il y a donc une amélioration en écriture, mais aussi des améliorations des compétences sociales. Pour certains d'entre vous qui ont déjà été avec des enfants ayant des troubles neuronaux ou qui en ont même à la maison, vous allez voir certainement que ces enfants ont des problèmes de sociabilité. L'usage de la musique a donc permis non seulement de résoudre les problèmes cognitifs, mais aussi de résoudre les problèmes sociaux. Et d'un point de vue biologique, on se rend compte que il y a une régression progressive du niveau de dyslexie. En réalité, parce que son faisceau arqué se développe petit à petit, il finit par être de moins en moins dyslexique et pourquoi même pas guéri complètement. Bon, là, il s'agit des enfants. Peut-être en continuant le travail après 10-15 ans, on peut peut-être se rendre compte que la dyslexie s'arrête complètement.
Donc, euh, cela donc nous permet donc d'avoir les effets de la musique d'un point de vue très, très rapide chez les enfants de 7 à 11 ans. Déjà, sur le plan neuronal, comme je viens de le faire comprendre, la pratique de la musique permet un développement assez rapide du faisceau arché, qui est très important au niveau du langage. Et d'un point de vue global, les enfants qui pratiquent de la musique ont la capacité d'améliorer un peu plus facilement leur niveau de langage. Et là, c'est une étude qui a été menée à Los Angeles. J'ai oublié le nom, en fait, je n'avais pas marqué le nom de l'auteur. Ils se sont rendus compte que la musique et le langage sont basés sur les mêmes paramètres. Effectivement, pour ceux qui pratiquent la musique ici et pour ceux qui connaissent un peu de la linguistique, ils vont se rendre compte. La hauteur, le timbre, la durée et donc le traitement dans le cerveau est similaire. En fait, l'étude du groupe Mélodis devrait vous faire comprendre cela d'un point de vue très, très simple. L'usage de la musique ou la pratique musicale chez les enfants, justement parce que musique et langage, d'un point de vue neuronal, ça se ressemble assez bien. Et d'un point de vue un peu plus global, les connexions neuronales des enfants qui pratiquent la musique auprès de 7 à 11, en fait, les enfants de 7 à 11 ans qui pratiquent la musique se font de manière encore plus vite, plus rapide. D'un point de vue cognitif, c'est-à-dire les apprentissages, ils développent donc, si les connexions neuronales sont donc plus évoluées, de manière très logique, ils développent leur capacité d'apprentissage. Maintenant, en utilisant de bonnes techniques, il est donc capable pour des enfants qui ont des troubles d'apprentissage de se baser sur la musique pour résoudre ces difficultés d'apprentissage. Et c'est donc ça qu'on appelle l'éducation musicale. Sur le plan social et affectif, l'enfant se frotte à la rigueur. Donc, l'enfant qui pourrait être un peu grincheux, il se frotte à la rigueur et il se frotte à la discipline qui est liée à la pratique de la musique ou à l'apprentissage de la musique. Pour ceux qui ont appris de la musique ou qui apprennent de la musique, ils vont se rendre compte que c'est assez strict. Et ce niveau de rigueur fait en sorte que l'enfant s'y acclimate assez vite et réussit à transposer cette rigueur-là dans sa vie personnelle de tous les jours. Il devient donc un peu plus responsable de ses choix, un peu plus responsable de ses opinions et autres. Donc, le dernier élément sur le plan affectif, c'est l'amélioration de ses capacités interpersonnelles. Si un enfant de 7 à 11 ans qui a des capacités interpersonnelles très rigides, je disais que le personnel, c'est être avec les autres, comprendre les autres. Le fait de pratiquer de la musique va donc le pousser à développer un peu plus facilement ces capacités, ces difficultés interpersonnelles-là, justement parce qu'il, majoritairement, il ne jouera pas de la musique seul. S'il joue d'un instrument, peut-être qu'il va jouer à côté de quelqu'un qui chante, il faudra qu'il joue en phase avec cette personne. Et il sera donc habitué à comprendre les gens, à se mettre à la place des autres pour essayer d'évoluer au même niveau que les autres dans le chant ou dans la pratique de la musique en général. Chez les enfants de 11 à 19 ans, maintenant, je disais que la principale chose qui caractérise les enfants de 11 à 19 ans, d'après Piaget, en fait, il y a deux éléments. D'un point de vue cognitif, ils peuvent déjà faire des abstractions. Et d'un point de vue social, les effets de la puberté se voient très régulièrement. Ceux qui ont des enfants de cette tranche d'âge ou ceux qui sont dans cette tranche d'âge parmi nous le constateront très facilement. Alors, pour cela, je présente donc une autre étude avant de présenter les effets d'un point de vue direct. C'est la musique sur les interactions sociales. Elle a été réalisée à Los Angeles au sein du projet Harmonie. Il s'agit d'un programme d'éducation musicale pour les enfants issus de quartiers difficiles. Les enfants ici vont de 3 à 20 ans. C'est quand même un vaste projet. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu 35, c'est 3500, oui, 3500 enfants qui suivent ce programme actuellement aux États-Unis. Et ces enfants, donc,
d'un point de vue psychologique, sont régulièrement en contact avec les drogues, vivent des violences familiales assez récurrentes, sont en contact avec les gangs ou sont ou alors les résultats ont été selon du fait que 93% des enfants qui suivent le programme du groupe Harmonie réussissent leur scolarisation et s'inscrivent facilement dans les universités aux États-Unis. Certainement, beaucoup savent ici que ce n'est pas très, très facile de s'inscrire à l'université aux États-Unis, surtout lorsqu'on est issu d'un milieu très, très défavorisé. Et justement, 93% de ces enfants réussissent leur scolarisation. Pourtant, ils sont dans des milieux où le taux d'échec est un peu plus de 50%. Et donc, les responsables du projet Harmonie supposent que le programme d'éducation musicale et d'accompagnement psychologique du groupe doit y être pour beaucoup pour ces chiffres-là. Donc, la musique auprès des enfants de 11 à 19 ans, d'un point de vue neuronal, toujours le développement du faisceau arché et du langage, à force de pratiquer la musique, surtout si l'enfant a commencé à 7 ans et qui se retrouve à 15 ans, 11 ans, toujours dans la pratique musicale, ses capacités linguistiques seront de plus en plus évoluées. Et donc, en fait, neuronal et cognitif, c'est à peu près pareil que chez les plus jeunes, en fait, 7 à 11 ans. Mais d'un point de vue affectif et social, ça va un peu plus loin. La musique va donc enseigner le respect, l'écoute et la patience. Justement parce qu'avec toutes les difficultés liées à la puberté, les enfants de cette tranche d'âge ont beaucoup de problèmes de communication avec l'autorité. Beaucoup de problèmes avec les autorités, qu'il s'agisse des autorités parentales, qu'il s'agisse des autorités scolaires. Ça peut être assez difficile pour eux de gérer cette autorité-là, justement parce que déjà eux-mêmes, ils ne se comprennent pas bien. Ils ne comprennent pas d'où sortent ces différents facteurs de développement qui interviennent dans leur corps. Et c'est d'autant plus grave en Afrique où la sexualité ou la puberté est un sujet totalement tabou au sein des ménages. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucune conversation au sein de la famille liée aux difficultés que l'enfant traverse. La musique, donc, va enseigner à l'enfant à rester un peu plus calme, à rester un peu plus patient, à rester un peu plus à l'écoute, justement lié à la rigueur qu'il y a dans la pratique musicale. Bien sûr, cela ne se fait pas en quelques jours. La pratique de la musique transmettra donc des valeurs auprès de l'enfant, qu'il s'agisse des valeurs, qu'il s'agisse de manière consciente ou même inconsciente, des valeurs morales, c'est-à-dire le pardon, l'amour, la fraternité, l'unité et autres. Étant donné que son cerveau est déjà un peu capable de comprendre ces valeurs abstraites, il comprendra donc qu'il s'agisse de manière consciente ou de manière inconsciente, toutes les valeurs véhiculées par les musiques qu'il va jouer et qu'il va chanter. La musique sera un excellent moyen de communication, toujours lié à toutes ces difficultés psychologiques qui caractérisent les enfants de cette tranche d'âge-là, et principalement pour les enfants qui, au sein de leur ménage ou de leur famille, ça ne va pas très bien. Beaucoup peut-être parmi vous qui suivez ce direct avez certainement utilisé la musique pour essayer de transmettre vos émotions, vos difficultés, vos douleurs et autres. Donc, faire connecter la musique à un enfant de cet âge-là, et surtout qui vit ces difficultés, pourra lui permettre d'utiliser la musique comme moyen de communication
s'il n'existe pas véritablement de communication avec les adultes autour de lui. Et la dernière information qui est certes la plus importante, c'est que la musique pourra l'aider à canaliser ses diverses émotions et ses diverses pulsions liées à la puberté. Bien sûr, toutes ces informations qu'on vient de donner par rapport à la musique, à la pratique musicale ou à l'éducation musicale, cela n'est valide que par rapport à un bon choix, à un excellent choix du type de musique qui est enseigné à l'enfant ou qui est pratiqué par l'enfant. Donc, je parlais par exemple de la musique qui transmet les valeurs. Vous n'allez pas prendre une musique dans laquelle les filles sont à moitié nues, dans laquelle les enfants, en fait, les gens sont en train de s'embrasser à tout bout de champ pour montrer un enfant de 11 à 19 ans qui justement vit des problèmes de sexualité. Donc, faire cela sans une certaine rigueur peut entraîner ce qu'on appelle en psychologie un effet boomerang. C'est-à-dire, au lieu de lui donner des bonnes valeurs, ça va plutôt faire en sorte que l'enfant développe, en fait, une culture du fait que c'est normal de s'embrasser à tout moment, c'est normal de faire n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui, et justement, avec toutes les pulsions qui sont présentes en lui, la musique lui aura plutôt enseigné qu'il faut qu'il dégage ça à toute personne qui est autour de lui. Donc, le bon choix de la musique à enseigner, de la musique à pratiquer, pourra permettre que tous ces aspects qu'on a cités se réalisent un peu plus. Donc, ici, je vais vous présenter d'un point de vue très global Chamusique. Chamusique, c'est une école d'éducation musicale qui a été créée il y a de cela quelques mois au sein du groupe de l'association qu'on appelle le CEPID, qui est une association qui promeut l'entrepreneuriat et qui accompagne les entrepreneurs. Et chant musique signifie le chant musical moins musical qu'imaginé. Il ne s'agit pas de former des musiciens, mais il s'agit de faire pratiquer la musique pour des besoins sociaux et pour des besoins cognitifs. Donc, en fait, l'éducation musicale. Donc, actuellement, nous avons un groupe d'enfants de 3 à 20 ans qui suivent un programme depuis 2 à 3 mois déjà. Et en fait, les disciplines qu'ils suivent, c'est les cours de solfège, les cours de chant avec technique vocale et des cours instrumentaux, mais aussi et surtout apprendre par la musique. Donc, la partie éducation musicale. Les premiers résultats que nous observons déjà auprès des enfants qui se font suivre, qui se font accompagner par chant musique, c'est une amélioration progressive de la diction des mots pour les moins de 7 ans. Effectivement, si vous avez des enfants de moins de 7 ans, vous allez vous rendre compte que la prononciation phonétique n'est pas forcément la chose qu'ils connaissent mieux. D'autant plus que majoritairement, c'est en classe de CP ou de co-élémentaire 1 qu'il sera un peu plus à l'aise avec tous ces aspects phonétiques et phonologiques. Donc, avec la musique, on est capable donc de permettre à un enfant de moins de 7 ans d'avoir une certaine diction des mots avec un travail rigoureux et progressif. C'est vrai qu'on n'est pas encore au niveau de prononciation d'un enfant de 15 ans, mais naturellement, ils ont moins de 7 ans. Et un autre constat aussi, c'est une évolution du degré de sociabilité auprès des moins de 10 ans. Il y a quelques enfants qui, arrivant au chant musique, et ne parlaient pas véritablement ni à leurs encadreurs, ni à leurs camarades, et qui, lorsque les parents partaient, avaient un visage très crispé. La musique et l'ambiance de travail de la musique fait en sorte qu'aujourd'hui, la communication y est. Aujourd'hui, les interéchanges entre les camarades, c'est surtout ça qui est important. Les interéchanges entre les camarades sont de plus en plus évolués. Par exemple, chez moi, en fait, dans ma classe avec les bébés, j'ai une de 5 ans, je crois, qui
a tendance à vouloir prendre les décisions accompagnées parce qu'au-delà de la musique, il y a le dessin des informations musicales. Donc, puisque, comme je le disais, éducation musicale ne marche véritablement bien que si on prend audition, motricité et visuel. Donc, les images, enfin, tout ce qui est visuel, tout ce qui est audition, la musique et tout ce qui est motricité. C'est pour ça que je crois que j'ai oublié. Il y a des cours de danse rythmique. Ce n'est pas de danse au hasard, bien sûr. Auprès même de ces tout petits, pour leur permettre d'aller au-delà de l'aspect chanté. Donc, je disais donc que dans le cours de dessin, elle est prête à prendre les cahiers, à donner à chaque élève, à distribuer les couleurs, etc. Pourtant, au début, ce n'était pas évident pour elle d'aller vers d'autres enfants. Donc, nous pensons qu'en continuant à travailler avec ces enfants et avec d'autres enfants, nous aurons des résultats encore plus intéressants, qu'il s'agisse des tout petits ou qu'il s'agisse des plus grands. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Et sur cette dernière slide, vous avez tous les contacts, mes contacts personnels, les contacts d'Afrique et les contacts du Chamusée. Merci. Merci à Dorian. Est-ce que tout le monde peut faire un geste de la main pour vous dire merci à la bonne présentation, à la brillante présentation. Waouh! Moi, j'ai été particulièrement très, très étiré. Je n'avais pas encore entendu de manière concrète comment est-ce qu'on décortique la musique comme ça. On a eu un cours en musique Reba avec Judith qui nous a vraiment donné un aperçu. Mais je vois que là, c'est du concret. C'est plus concret. Au début, quand je te suivais, je me disais, mais pourquoi nous avons fait des cours d'écologie? Moi, je ne suis pas psychologue, moi, je suis économiste. Il veut nous convertir en sociologie. Ça, c'est les affaires de mon épouse. Mon épouse, elle est socio-psychologue. Moi, il ne faut pas dire de la musique, mais j'ai compris à la fin pourquoi c'était important de s'y construire, d'avoir les différents champs de l'âge et de s'y construire différentes tranches aussi de perception, que ce soit en termes de visuel, bien d'audition, bien de motricité, comme tu as dit à la fin. Et vraiment, il y a beaucoup de questions déjà qui surgissent. Je vais te les lire. On a moins de 30 minutes pour parler de ces questions. Il y a beaucoup de questions. Moi, j'ai beaucoup de questions, mais je vais d'abord laisser les autres parler. Je vais lire la première. Alors, il y a Ariel qui a demandé c'est quoi l'intelligence émotionnelle. OK. Oups. Voilà. C'est un psychologue, il considère l'intelligence émotionnelle la capacité de manipuler les émotions. Qu'il s'agisse des psychologies qui a centré véritablement les détails, qui est l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre les émotions, de comprendre ses émotions. Pour comprendre. Howard Gardner a spécifié, a choisi de les dissocier justement parce que il y a beaucoup d'individus qui peuvent facilement se mettre à la place des autres, qui peuvent facilement comprendre les autres, qui ont une forte estime des autres, qui ont une capacité empathique très élevée, mais qui vont souffrir de problèmes d'estime de soi, par exemple. Donc, estime de soi, c'est intrapersonnel, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est confiance en soi, c'est intrapersonnel. Or, par rapport aux autres, il n'a pas de problème. À ce moment, on dira, par rapport à la théorie de Gardner, qu'il a développé une
bonne intelligence intrapersonnelle. Donc, lui, il a choisi de dissocier les deux, ce que les autres psychologues ont trouvé bon de mettre en œuvre. OK. Je suppose qu'Ariel a bien noté la réponse. Je pense qu'il y a des questions que tu peux suivre directement Dorian en regardant la page de mes tâches. Il y a une série de questions qui... Ah, ok. Voilà. La question d'Ariel est à quel niveau? Est-ce que la composition... Non, ça, c'était pas Ariel. Je pense que c'est la troisième ou la quatrième. Après, ouais, je vois de Kevin Jinsu. Comment faire pour mesurer ou évaluer son QI? Cela peut se faire tout seul ou il y a une méthode universelle. OK. En fait, comme j'ai déjà dit, il faut faire attention au texte au QI parce qu'il ne permet pas véritablement d'évaluer votre intelligence. Mais sinon, si malgré le fait que vous ayez suivi cette présentation pour faire comprendre qui a évalué l'intelligence, en fait, il y a plusieurs façons de manipuler l'intelligence et que le QI n'en évalue que deux, mais que malgré cette information, vous voulez tout de même évaluer votre QI. Il y a des tests disponibles sur Internet, donc vous pouvez le faire vous-même. Il y a des tests disponibles sur Internet, c'est un ensemble de questions que vous répondez et à la fin, on vous donne un nombre. Donc, je crois que pour Kevin, c'est bon. Maintenant, il y a... Voilà, j'en suis un exemple. Ariel Kouemou. Comment concilier toutes ces formes d'intelligence? Quels exercices? Voilà. Comment concilier toutes ces formes d'intelligence? Quels exercices peuvent être faits pour identifier la forme d'intelligence la plus étendue? OK. C'est vrai qu'hier, par exemple, chez Afrique du nous avons eu un atelier sur un atelier mieux apprendre. Et le premier atelier, c'était se connaître. Nous aurons donc plusieurs ateliers comme ça durant le mois de septembre et d'octobre par rapport à comment utiliser les intelligences multiples dans un contexte d'apprentissage. Pour revenir à la question de la dame, pour concilier toutes ces intelligences multiples, il faut d'abord toutes les développer. Parce que vous les ayez développées, vous ne les ayez pas forcément développées, vous les utilisez déjà toutes. Mais il y a donc certaines que vous utilisez un peu plus que d'autres, justement parce que c'est uniquement celles-là qui sont déjà développées en vous. Pour les développer, certains vont vous dire qu'il faut faire des exercices pratiques. Ça, c'est par exemple la dernière question sur laquelle on causait hier. Ah, il y avait d'abord identifié. Je crois qu'il y avait identifié. Voilà. Pour identifier, la meilleure méthode, c'est l'observation. Voilà. Essayez par rapport à tous les 8 éléments que j'ai cités. Vous pouvez aller dans le blog d'Afrique Edu pour avoir une description un peu plus détaillée. C'est vrai que ici, comme ce n'était pas le sujet, je n'ai pas donné trop de détails dessus. Vous observez vos capacités personnelles au quotidien. Généralement, pour les enfants, il y a on va dire, trois informations qu'on recherche. Qu'est-ce que vous savez faire? En fait, qu'est-ce que vous savez faire? Vous faites un listing de tout ce que vous savez faire. Et faites attention à ne pas lister uniquement des informations liées à l'école. Parce que généralement, quand on pose la question, qu'est-ce que tu sais faire? Bah, on veut toujours lister des choses liées à l'école. Or, qu'est-ce que tu sais faire? Je sais faire un bon plat de cuisine. Je sais laver le sol. Je sais tenir une maison, c'est-à-dire ma maison est toujours propre. Toutes les personnes qui arrivent chez moi, en fait, remarquent que la maison est toujours propre, elle est bien arrangée, elle est bien dressée. Je sais faire de beaux tableaux, de beaux dessins, je sais faire la couture. Qu'est-ce que vous savez faire? La deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous aimez faire? Vous pouvez savoir faire quelque chose, mais vous n'aimez pas forcément le faire. Comme vous pouvez aimer quelque chose, mais vous n'avez pas forcément les résultats que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous aimez faire? Et la dernière liste, c'est quelles sont les personnes que vous considérez comme des héros pour vous? Ça peut être des personnalités publiques, des chefs d'État, ça peut être des ingénieurs, des entrepreneurs, je ne sais pas trop quoi. Comme ça peut être des personnes au sein de votre famille. Quelles sont les personnes que vous considérez comme des héros pour vous? Vous allez combiner ces trois informations, ce que vous savez, ce que vous aimez et les personnes que vous considérez comme des héros. Et en fonction de tout ça, vous allez chercher à attribuer chaque note que vous avez fait à une intelligence.
Je sais laver le sol. OK, ça, c'est intelligence kinesthésique. Je sais faire la cuisine. OK, la cuisine, c'est kinesthésique, c'est naturaliste et c'est aussi un peu logique puisqu'il faut doser les ingrédients. Je sais faire ceci. OK, ça, c'est... Vous listez tout ça et vous faites un croisement. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un ensemble, en fait, il y a des activités qui se ressemblent un peu plus et qui correspondent à quelques intelligences et c'est ces intelligences-là qui seront les plus développées actuellement chez vous. Maintenant, pour les développer toutes, la technique la plus difficile, mais qui pourrait marcher, c'est s'atteler à faire plusieurs types d'activités. Ça veut dire, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas une bonne intelligence musicale, vous pouvez entrer dans une école de musique. Je crois que Musique Rema forme des gens dans la musique. Maintenant, le souci avec ça, c'est que si vous prenez, si je reviens par exemple dans un contexte d'école, vous prenez un enfant qui a des difficultés logico-mathématiques qu'il a déjà connu, dont il a déjà conscience. Parce qu'il fait beaucoup d'exercices régulièrement et ces exercices ne donnent pas forcément. Il fournit beaucoup d'efforts, ça ne donne pas forcément. Il a beaucoup essayé de techniques, ça ne donne pas forcément. À ce moment, on va directement dire qu'il n'a pas une bonne intelligence logico-mathématique. Le pousser à faire plus d'exercices, c'est créer en lui une frustration grandissante. Parce qu'il a déjà fourni des exercices dans un contexte logico-mathématique, ça n'a pas donné. Maintenant, vous voulez le faire fournir, enfin, vous voulez l'envoyer dans une autre activité logico-mathématique, bah, ça ne donne pas. Donc, en réalité, les solutions les plus intéressantes, c'est les jeux. Je parle de jeux, qu'il s'agisse des jeux de société, qu'il s'agisse des jeux de plateforme, qu'il s'agisse des jeux vidéo aussi, des jeux vidéo bien choisis, bien sûr. Il existe énormément de jeux pour chacune de ces formes d'intelligence-là. L'aspect ludique du jeu fait en sorte qu'on ne se rend pas compte qu'on est véritablement en train de développer ses performances. S'amuser à jouer au jeu des échecs, s'amuser à jouer au jeu de dames, va faire en sorte qu'au fil du temps, vous développez votre intelligence logico-mathématique. S'amuser à jouer au Scrabble va faire en sorte qu'au fil du temps, vous développez votre intelligence linguistique. S'amuser à jouer au Monopoly va faire en sorte que vous développez votre intelligence visuelle, votre intelligence naturaliste, etc. etc. Donc, j'ai donné les 3 listes qui permettent de s'identifier. J'ai dit que pour développer, il y a les jeux, il y a diversifier ses activités. Pour les enfants de moins de 7 ans ou de moins de 10 ans, la diversification des activités peut encore marcher. Puisque leur cerveau est encore véritablement... en fait, il y a encore plus de connexions neuronales qui se font chez eux que chez les plus vieux, où il y a toujours des connexions neuronales, mais qui se font un peu moins. Diversifiez les activités, mais amusez-vous à prendre beaucoup de jeux de société qui s'intéressent à chacune de ces formes d'intelligence-là. Je crois que c'est bon pour cette question. À quoi sert concrètement l'intelligence interpersonnelle? Y a-t-il des domaines professionnels où cela est sollicité? Oui, c'est l'une des intelligences les plus utiles dans la vie de tous les jours. L'intelligence qu'on voit le plus, c'est l'intelligence linguistique, justement, puisqu'il faut communiquer. Ça, c'est normal. Si vous avez des problèmes de communication, vous aurez un ensemble de problèmes dans la vie de tous les jours. Bon, ouais. Mais sauf qu'on ne vit pas seul. Même si vous êtes seul dans votre entreprise, seul dans votre maison, etc., on ne vit donc pas seul. Il faut donc apprendre à être un peu plus sociable. Donc, il faut apprendre donc à développer il faut apprendre à développer. Une minute, je vois. Ouais, je regarde là. OK. Il faut apprendre à développer vos capacités interpersonnelles pour comprendre les gens avec qui vous vivez, pour comprendre les gens qui marchent autour de vous, pour comprendre comment interagir avec ces personnes-là. Ça, c'est l'intelligence interpersonnelle. Comprendre les gens et pouvoir vivre, pouvoir être en harmonie avec ces personnes-là. D'un point de vue concret, il existe des métiers où c'est l'une des intelligences les plus développées. Les métiers du marketing, par exemple. Les métiers de la communication aussi. Les métiers, en fait, je ne sais pas si politicien c'est un métier. Je crois que c'est politologue qui est un métier. Politicien, c'est une activité.
Pour ceux qui font dans la politique aussi, c'est une intelligence qu'il faut travailler. Pour ceux qui sont, en fait, pour ceux qui veulent aspirer à des postes de leadership, c'est une intelligence qu'il faut beaucoup travailler. Si vous n'êtes pas forcément leader, vous avez besoin de la travailler parce que vous avez quand même travaillé avec les gens. Comme je disais, je ne suis pas sûr qu'on peut vraiment vivre seul dans la société. Mais si vous voulez être leader, c'est d'autant plus important pour vous de travailler cette intelligence puisque vous devez pouvoir comprendre chacun des membres qui sera sous votre responsabilité. Donc, je disais qu'il y a des métiers comme le marketing, la communication, les politiciens, les psychiatres, les psychologues, les enseignants par vocation, je dis bien, parce qu'il y a des gens aujourd'hui au Cameroun, on est conscient de ça, qui se lancent dans le métier de l'enseignement parce que la vie est dure. Ce n'est pas forcément leur taf, quoi. Donc, mais un bon enseignant doit pouvoir comprendre tous ses enfants, en fait, tous ses élèves. Il doit justement comprendre le fait que dans sa classe, tous les enfants ne sont pas pareils. Et ça, c'est l'intelligence interpersonnelle. Donc, je crois que Josiane, j'ai donné à peu près un ensemble d'éléments par rapport à la question de comment est-ce qu'on utilise ça au quotidien. Quelles sont les musiques qui, à l'écoute, favorisent le développement positif de l'enfant? OK. Il y a déjà les protéodies. Ce sont des types de musique qui sont basés sous qui sont basés sur les connaissances qu'on a des protéines. Donc, si vous allez sur Internet, vous cherchez les protéodies, vous allez vous rendre compte que en réalité, c'est un chercheur, je crois que c'est pour ça Tainomé, qui s'est rendu compte que les protéines produisent des fréquences. Et qui dit fréquence dit, OK, on peut assimiler à un ensemble de protéines une musique. En fait, on crée de nouvelles mélodies. Ça, c'est des nouvelles mélodies qui se basent totalement sur les protéines. Maintenant, il existe des mélodies classiques comme le canon de Pachelbel qui, dans leur partition, ont déjà un ensemble de théodies. C'est pas pour dire que Pachelbel, quand il écrivait ça, il s'intéressait déjà à ça. C'est des études qui ont été faites bien après que le canon soit sorti. Il y a, je crois, il y a certaines symphonies de Mozart aussi, dans lesquelles il y a un groupe de partitions qui sont liées on appelle ça quoi? La prolactine. Ouais, donc ce qui est très bien pour les femmes, pas les femmes enceintes, les femmes qui allaitent les enfants. Donc, il y a les classiques, globalement, qui sont très, très intéressants. Il y a le gospel et tout ce qui est tout ce qui est musique avec un message à caractère moral. Ça peut être religieux, comme ça peut être, on va dire quoi, la vie de tous les jours. Je parlais de l'amour, de l'unité, de la fraternité. Il faut éviter les musiques qui ont un rythme trop rapide. Justement parce que dans ces musiques-là, on utilise souvent des messages subliminaux, la stroboscopie, pour passer des messages subliminaux. Et donc, vous n'êtes pas totalement conscient de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant. Pour cela, il va falloir aller sur un logiciel dédié, réduire la fréquence d'onde de la musique avant de savoir exactement ce qui se passe dans la musique. Donc, il faut éviter ce genre de musique. Écoutez d'abord bien les musiques que vous choisissez. Ce sont des classiques. La plupart des classiques, ça marche. Si ce sont des musiques avec un message religieux, si vous êtes chrétien, des musiques chrétiennes. Si vous êtes musulman, il y a aussi des musiques liées à l'islam qui ont des messages intéressants. Et maintenant, il y a les musiques qui ne sont pas forcément religieuses, mais qui ont des messages valorisants. Donc ça aussi, ça donne des valeurs aux enfants, surtout pour les enfants de 11 à 19 ans. Maintenant, il y a Ashley qui dit est-ce que la composition de ces différentes intelligences en nous permet de déterminer la carrière ou le métier qu'une personne devra faire? Exactement. Chez Afrique justement, on travaille sur un programme d'orientation basé sur la composition d'intelligences multiples. Effectivement, oui. Pour vous orienter, déjà, il faut savoir ce que vous aimez et ce que vous savez faire.
Et une façon plus facile de savoir ce que vous aimez, savez faire, bah, vous avez la théorie des intelligences multiples. Donc, cet élément est un élément à prendre énormément en compte dans le choix de l'orientation, qu'il s'agisse de vous-même, qu'il s'agisse de vos enfants. Donc, oui, c'est possible. En fait, c'est même fondamental. Est-ce qu'il y a une autre question? Voilà, Ashley. Quelles sont les activités que nous pouvons ajouter aux activités académiques à l'école pour exercer ces autres types d'intelligence? Bon, c'est vrai qu'il faut appliquer, c'est vrai que j'ai écrit un article déjà dessus dans le blog. Il faut adapter les activités à l'âge de l'enfant et aussi aux moyens financiers et matériels dont la famille dispose, naturellement. Bon, maintenant, pour donner des idées. Dans l'intelligence linguistique, la lecture, l'écriture, la poésie, les histoires, créer des histoires, raconter des histoires. Pousser l'enfant, en fait, la personne, ça peut être même pour vous. Je ne sais pas si c'est pour l'enfant. Pousser la personne à se connecter un peu plus régulièrement aux activités de lecture, d'écriture et verbale. Qu'il communique, qu'il raconte des histoires, qu'il cause. Il y a même des sujets de discussion. Si c'est pour un enfant et que c'est vous l'adulte, vous pouvez régulièrement créer des discussions et des débats avec l'enfant de 7 ans et plus. Une autre information très importante que peut-être j'ai oublié de donner, là, on est en train de me faire revenir sur mon atelier d'hier. Si on parle de musique, qu'est-ce que je disais? Donc, ce qu'il faut éviter d'essayer d'identifier les intelligences multiples pour les enfants de moins de 7 ans. C'est l'une des erreurs fondamentales qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce que de 0 à 7 ans, les connexions neuronales auprès du cerveau de ces enfants se font de manière très, très exponentielle. Concrètement, aujourd'hui, l'enfant va aimer les maths. Demain, ça sera le dessin. Après, ça sera la dictée. Après, ça sera l'écriture. Après, il va revenir sur le dessin. Après, ça sera la peinture. Après, ça sera le sport. Il faut éviter ça parce que vous allez avoir beaucoup de difficultés. On préconise l'observation, uniquement l'observation. Regardez votre enfant, voyez ce qu'il aime, voyez ce qu'il aime moins et accompagnez-le dessus sans pour autant parler d'intelligence multiple. Avec les 7 ans et plus, on peut parler d'intelligence multiple. Donc, ça peut déjà créer un sujet de conversation dans le cadre verbal, verbal, oui. Je parlais des jeux, le Scrabble. Vous pouvez jouer au Scrabble avec lui. Logico-mathématique. Vous pouvez jouer à des énigmes. Vous pouvez essayer de donner, de discuter par rapport à son opinion, par rapport à un phénomène. Comme je disais, ça dépend de l'âge de l'enfant. Vous pouvez dessiner des diagrammes, vous pouvez essayer de faire des calculs arithmétiques et statistiques sur la vie de tous les jours, calculer l'âge moyen des enfants, calculer l'âge moyen des personnes au sein de la maison, ce genre de choses. Et les jeux, les échecs, les dames et autres. Visuel, spatial, le dessin, dessiner, la peinture, arranger la maison, changer la déco, remettre une peinture dans la maison, ce genre de choses et ce genre de choses. Kinesthésie corporelle, le sport, le travail manuel, la cuisine, le dessin aussi, puisque c'est kinesthésique, etc., etc. Musical, rythmique, jouer d'un instrument de musique, chanter avec l'enfant. Je disais tantôt que si c'est pour l'enfant et que vous êtes l'adulte, il faut tout faire pour participer à ces activités avec l'enfant. Il ne faut pas qu'il ressente comme si c'était un fardeau de plus que vous mettez sur lui. Ça doit rester dans un environnement ludique et il doit aussi ressentir la participation de l'adulte en question. Si vous êtes parent ou si vous êtes juste le grand frère ou la grande sœur. Interpersonnel. Faire des travaux de groupe, l'écoute active, c'est-à-dire vous prenez 2-3 enfants, chacun dit, l'autre écoute, et après l'autre réagit par rapport à ce que l'autre a dit, etc. Intrapersonnel, la méditation, l'étude, déjà permettre à un enfant de savoir quelles sont ses intelligences multiples. Pour un enfant de 7 ans et plus ou de 10 ans et plus, il y a tout un tas de techniques dessus.
c'est intrapersonnel, pousser l'enfant à avoir des réflexions personnelles sur sa propre vie. C'est vrai qu'il y a aussi quelques jeux, je crois, qui permettent aussi à l'enfant de se poser des questions personnelles. Naturaliste, le jardinage, laver la maison, aller en excursion, faire des voyages, aller dans la nature, et ça des choses. Et classifier les animaux de la terre, classifier les plantes de la terre, classifier. J'espère que j'ai répondu. Dorian, je pense que il y a beaucoup de questions qui viennent. On ne pourra pas tous les répondre. Je suppose que ça devient très intéressant. Moi, j'ai beaucoup de questions, mais si je commence à poser, Voilà. la conférence va rester Et je vois qu'il y a plus beaucoup de questions liées à la musique depuis. Oui, oui, c'est vrai. Les gens sont en train de prendre des questions qui vont un peu hors de la musique, mais je sais parce que la présentation est très intéressante. Et je pense que les gens sont surpris de comprendre comment est-ce que nous, on fonctionne, puisqu'on est tous passés au stade de l'enfance, mais on n'a jamais compris ce qui s'est passé à l'intérieur du monde. Donc, découvrir ce qu'on était dans le passé, c'est quand même ça qui est merveilleux, c'est ça qui est intéressant. Donc, je vais remettre le slide avec mon contact, comme ça, ceux qui sont connectés pourraient juste... Voilà, oui, le blog, il faut laisser ça afficher pour que les gens prennent note. On tend vers la fin. Il y a des éléments que tu as évoqués qui permettront d'entamer la troisième session déjà. J'espère que tu seras là. Il y a des éléments que tu as évoqués qui sont intéressants, notamment sur le fait que tu as pris des exemples, par exemple, sur les musiques classiques, du gospel, toute musique qui est véhicule la morale. Mais je me suis posé la question de savoir, est-ce que finalement, ce qui influence l'homme dans son sens depuis sa jeunesse jusqu'à son âge adulte, est-ce que finalement c'est seulement les paroles? Parce que maintenant, pour moi qui est musicien, le gospel, c'est pas un rythme en réalité, c'est une tendance qui a beaucoup plus emprunt au style vocable. Finalement, je me suis posé la question de savoir, est-ce que ce sont les mots qui ont un impact sur le corps ou que ce sont les rythmes, même la musique, par exemple, qui est rapide, par exemple le métal, ça c'est le type de musique, le métal, parmi lesquels le rock and roll. Est-ce que c'est le rythme qui est le problème ou est-ce que c'est les paroles dans le rythme qui est le problème ou est-ce que même encore ce sont les gammes et les harmonies qui sont appliquées dans ces rythmes-là? Ça veut dire la tendance majeure, la tendance mineure, la tendance blues, la façon d'agencer les mélodies. Finalement, c'est quoi qui est le problème? C'est quoi qui influence? Finalement, c'est le mélange de tout ça qui influence sur le développement cognitif de l'homme ou c'est simplement le rythme qui est mis en avant? Mais c'est une question que moi, je te renvoie pour que tu prépares ça peut-être pour les prochaines questions parce que oui, parce que ça, il faut mener encore d'autres études. Ouais, Mais je sais. déjà pour le langage, je crois que pour le langage, il y a l'aspect parole aussi qui intervient. Il y a le langage Parce qui que intervient. oui, puisque comme l'idée, c'est de permettre à l'enfant, en fait, à la personne qui pratique la musique d'améliorer son langage, il faut aussi qu'il puisse prononcer les mots de la musique. Donc, il y a aussi l'aspect parole. Bon, maintenant, je ne pense pas que ça suffit. Bon, maintenant, pour la prochaine fois, on va essayer de pousser un peu la réflexion. Ouais, je pense que tu as bien commencé déjà la session 3. La session 3 portera justement sur ça. Et tu as donné beaucoup d'éléments qui permettront d'étayer la session 3. Vraiment, je ne sais pas si tu as un mot de fin, parce qu'on est arrivé pratiquement à la fin. Si tu as un mot de fin, j'espère que tout le monde a pris les contacts et s'est abonné aux différentes pages. Et tu as oublié même de mentionner où se trouve chaque musique de manière physique. Ah, ok. Sa musique est située au Carrefour Sam, à l'immeuble Soksuba, deuxième étage. Carrefour Sam, à Yaoundé, bien sûr. Immeuble Soksuba, deuxième étage. Je ne sais pas si il faut que j'écrive ça rapidement. Dans les conversations. Sam. Ouais, est-ce que tu as un mot de fin? Ton mot de fin? Ok, mon mot de fin, c'est merci.
Déjà, merci à Madame Kamdem qui a pensé à moi et merci à toute l'équipe de Musique Rima qui a certainement étudié sa proposition et surtout à l'éloge assez intéressant et peut-être même intriguant qui a été fait au début de la présentation. Ce que je vais conseiller à tous les adultes qui sont dans cette présentation, c'est non seulement de se rapprocher un peu plus des enfants qui sont autour d'eux, Ouais. pour leur permettre de travailler pas seulement les aspects musicaux auprès de ces enfants. Vous avez compris que la musique a déjà un impact sur eux, mais travailler tous les aspects liés à tout ce qui est cognitif auprès des enfants et auprès de vous aussi, parce que ce n'est pas parce que vous réussissez bien dans une, deux intelligences que vous ne pouvez faire que ça. Donc, c'est très important pour chacun de nous, non seulement de développer toutes ces formes d'intelligence, mais aussi celles des enfants avec qui on vit au quotidien. Donc, je crois que c'est la dernière chose que je peux ajouter. Ok, ok. Au nom de Mesure Emma, nous te remercions beaucoup pour ta brillante présentation. C'était vraiment pédagogique. Moi qui est un homme, j'ai beaucoup aimé. J'aime tout ce qui est bien structuré. Ça prouve qu'il y a de la matière. Il y a du... J'ai senti que tu as fait beaucoup de résumés dans tes propos. Tu fais condenser, condenser, condenser. Ça se entend que si on te laisse toute une journée, tu vas nous entretenir sur les enfants. J'ai senti qu'il y a de la matière et ça prouve justement qu'il y a de la matière cameroun. Et Mesure Emma justement encourage les talents camerounais à être reconnus et à être valorisés. Moi, j'ai beaucoup de choses que je voudrais que Tcha Musique apporte à Mesure Emma, surtout dans la vision de devoir implémenter la musique comme étant une science dans les écoles, que ce soit primaire, que ce soit secondaire ou bien universitaire. Et je pense que tu as tout le bagage, tu as donné bonne orientation, un bon aperçu de ce qui peut être fait. Et ça prouve justement que il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail. Moi, j'ai dit à Gigi que mon garçon va commencer bientôt la rentrée à Tcham Music. Parce que s'il faut faire, il faut commencer par moi-même. Comme ça, si demain, je parlais de Tcham Music, que j'ai dit que mon enfant était, voir ce qu'il est devenu en passant par là-bas. Il ne faudrait pas que on prêche dans le désert, il faudrait des choses, des actions. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est des éléments qui montrent qu'on croit en ce qu'on est en train de faire. Donc, merci vraiment beaucoup, Dorian, pour ta disponibilité, pour ton humilité aussi. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de devoir nous écouter, de devoir assister à ce moment de travail. Nous remettons à la prochaine séance, vous serez informés. Restez connectés sur toutes les chaînes, sur tous les réseaux de musique Rema. Vous aurez la prochaine invitation probablement d'ici 2 mois pour la troisième session. Et je ne sais pas si ce sera la dernière. Mais avec la suite, on verra ce qu'il y a lieu de faire. La session sera probablement mise sur YouTube pour la première session. Il y a toujours un lien entre les deux. Moi, je suis très intéressé par ce qui était fait parce que j'ai bien compris la première session. Maintenant, avec ce que Dorian a proposé, c'est un peu plus ancré. Je pense que la troisième session sera quand même aboutissement. Donc, on remercie tous à tout le monde pour votre présence. Merci à tous ceux qui ont été présents. Merci au comité technique de Musique Rema. Et merci aussi à toutes les personnes qui sont restées en off pour travailler afin que cette conférence ait lieu. On se revoit la prochaine fois. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Soyez bénis dans le monde de Jésus. Merci. Bye bye. À bientôt.